Il est un très grand passionné de la création artistique. Il vient de publier Je suis drôle chez Gallimard. David Funkinos est l'invité de la Grande Galerie francophone. Bonjour David et bienvenue. Formidable roman, Je suis drôle. Précision au lecteur avant de parler de ce livre. Je suis drôle. C'est une biographie d'Ali Badou. J'aimerais bien, mais On va vérifier. c'est un autre. Oui, c'est un autre. C'est l'histoire de Gustave Bonsoir qui a 19 ans, mais dans tous les romans, voilà, on met des choses personnelles. Donc moi, dans les années 80, j'ai essayé d'être drôle. D'accord. Bah, Mais bon, vous allez voir que c'est fini. Vous nous en direz plus tout à l'heure. On va commencer par la première question rituelle. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie ? L'art apporte, j'allais dire tout. Ça a changé ma vie profondément. Moi, j'ai été gravement malade à l'âge de 16 ans. J'ai passé des mois à l'hôpital. Et c'est vrai que en sortant de l'hôpital, la première chose que j'ai voulu faire, c'est aller dans les musées, me consoler par la beauté, me cicatriser d'une certaine manière. Et c'est aussi pour ça que l'art est si important dans mes romans, dans mes livres. Oui, J'ai le sentiment que je ne pourrais pas vivre sans le rapport à l'art. Donc je suis très content de faire cette émission pour aussi découvrir des choses grâce à vous. Et on est heureux en tout cas de vous recevoir. Si vous deviez citer une œuvre d'art qui vous a marqué, qui vous a accompagné, qui vous a ému récemment ? Alors récemment, j'étais dans le jury de la fondation Sisley. C'était passionnant de voir tous ces jeunes. Oui, c'est un prix très important de voir tous ces jeunes créateurs. Et c'est vrai qu'on a décerné le prix à une jeune artiste peintre ukrainienne, Victoria Oreshko. Et c'est vrai qu'elle m'a bouleversé d'abord par sa puissance graphique, visuelle, mais aussi par tout ce qu'elle a raconté autour de son œuvre et l'utilisation des objets. L'idée que elle peignait des objets, mais que ces objets-là ont pris une toute autre signification forcément avec la guerre et après la guerre. Bien sûr. Et donc c'est extrêmement impressionnant. Moi j'ai été bouleversé par ces toiles et puis par leur signification. Alors justement, quand vous regardez de l'art, est-ce que vous attendez d'abord une émotion ou est-ce que vous attendez qu'on vous raconte une histoire ? Ce qui prime avant tout pour moi, c'est le rapport à la beauté. Le rapport à la beauté ? Oui, l'esthétique, c'est-à-dire que chacun, évidemment, a sa propre définition de la beauté et de l'émotion esthétique, mais c'est ce qui compte avant tout pour moi. C'est-à-dire qu'avant même la compréhension, la signification, la symbolique, ce qui compte pour moi, c'est d'avoir comme ça un accès à une émotion. Vous le disiez, vous avez été gravement malade à 16 ans. C'est présent dans votre écriture, c'est présent aussi dans votre peinture, parce que vous peignez ? Alors c'est très sympa, Ali Badou, j'ai peint il y a très longtemps quelques croûtes de peintres dépressifs. Non, mais d'ailleurs c'est un peu le sujet du livre, c'est un jeune homme qui se cherche. Oui. Et moi, comme voilà beaucoup de jeunes, quand j'ai commencé à vouloir être soumis à l'expression artistique, j'ai senti que c'était par la création que je pouvais exprimer ma sensibilité. J'ai tout tenté, j'ai tenté la peinture, j'ai tenté la musique, là aussi j'étais assez pathétique. Et finalement, progressivement, ce sont avec les mots que j'ai réussi à m'exprimer. Vous avez abandonné la peinture ? Mais pour moi, j'ai le sentiment que tout est lié. Ouais. Et d'ailleurs, j'adore, même si on lit les textes de Kandinsky sur la synesthésie, j'ai l'impression que moi, quand j'écris, j'ai des couleurs en tête, j'ai des formes géométriques. Et donc, pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que quand on écrit, on a des sonorités. Je continue la musique à travers l'écriture. Je continue la peinture, c'est gentil d'avoir appelé ça, mais tous les artistes français ou peu importe, quand on écrit, on a besoin de l'art, on a besoin de se promener dans les musées, on a besoin d'être au contact des œuvres, je crois, pour s'éveiller, pour s'inspirer, pour laisser aussi sa rêverie se promener. Alors vous parlez de rêverie, vous parlez de votre besoin ou du rapport à la beauté. Moi, il y a l'un de vos livres qui m'a particulièrement touché, c'est Charlotte. Et Charlotte, c'est une autre peintre qui a compté énormément pour vous. Charlotte Salomon, c'était une artiste allemande du XXe siècle. Elle a été assassinée dans les camps de concentration. Vous lui avez consacré un livre qui avait été couronnée du prix Renaudot, c'était en 2014. Qu'est-ce qui vous a touché chez elle et qu'est-ce qui vous a donné envie de raconter son histoire ? Il a fallu la rencontrer, il a fallu la découvrir. Oui, complètement. Elle était très très peu connue et c'est vrai que ça a été un coup de foudre, si j'ose dire. Parfois on dit qu'un coup de foudre, c'est la rencontre avec quelque chose qui existait déjà en nous. Et c'est vrai que quand j'ai rencontré son œuvre, il y avait une petite exposition en 2006. J'ai eu l'impression que
que je l'attendais depuis toujours, qu'elle me parlait. J'ai été absolument bouleversé, parce que c'est une œuvre autobiographique. En 1300 gouaches, elle raconte sa vie. On voit ces œuvres à l'écran. Voilà. Expliquez-nous d'ailleurs ce que vous y voyez, ce qui vous a particulièrement touché. Alors d'abord, c'est d'une beauté esthétique très très impressionnante, et c'est une œuvre qui est très très puissante parce que c'est à la fois une œuvre esthétique, c'est une œuvre littéraire parce que c'est accompagné de textes littéraires, et c'est aussi une œuvre musicale parce qu'il y a des indications de musique. Il faut imaginer cette jeune femme qui, en plus juive, obtient le premier prix aux Beaux-Arts à Berlin. On est face à un génie de la peinture, et qui, en exil dans des conditions si difficiles dans le sud de la France entre 1940 et 1942, va peindre avec très peu de conditions matérielles, avec 3 couleurs, cette œuvre si puissante, cette œuvre autobiographique. Et c'est bouleversant parce que là, on se rend compte que c'est très simple. C'est très travaillé. Oui, alors c'est là peut-être, mais ce qui me fascine chez elle, c'est que moi j'aime la culture allemande d'une manière générale. On parlait tout à l'heure de la correspondance entre les arts. Elle est très très influencée par le cinéma allemand, par Walter Benjamin, par la littérature, et on sent à travers ses cadrages, à travers le fait qu'elle raconte sa vie à travers la peinture. C'est une inspiration de Chagall, ça, l'autobiographie picturale. Elle est d'une modernité et d'une inventivité hors norme. Et puis, j'ai été très ému d'avoir le Goncourt des lycéens pour ce livre, parce que au-delà de sa peinture, je trouve que c'est une femme qui représente pour moi le courage et la beauté de se dire, justement, c'est un peu dans le thème de l'émission aussi, de se dire que, y compris quand on traverse des blessures, des souffrances, des grandes douleurs, ce qui est son cas, les plus grandes, on peut vraiment, c'est un destin douloureux et tragique, on peut aller chercher au plus profond de soi la beauté pour survivre. Vous avez cité un philosophe extrêmement important, Walter Benjamin, qui avait défini la notion d'aura. Alors, ce n'était pas un mystique, mais pour lui, une œuvre avait quelque chose comme une aura, quelque chose qui la rendait absolument singulière, la distinguait de n'importe quel autre objet du monde. Est-ce que vous avez ce rapport-là à l'art, vous aussi ? Ce que j'aime bien dans ce que vous dites et dans l'idée de l'aura, c'est que c'est indéfinissable. Et il y a quelque chose, parfois c'est vrai, on discute, on réfléchit, on a des gens qui nous expliquent les œuvres, mais ça fait appel à notre sensibilité la plus profonde, la plus intime et la plus indéchiffrable. Et j'adore ne pas comprendre même ce que je ressens parfois face à une œuvre. Et là, je pense que c'est une question d'aura, de quelque chose qui est transmis. C'est quasiment instinctif. En fait, ce qui est incroyablement plaisant, c'est que ça n'est pas qu'instinctif. Parce que vous êtes un érudit, vous travaillez énormément vos sujets. Moi, j'adore l'aller-retour entre l'instinctif, l'inconscient, l'incompréhension de nos émotions, et puis après, y plonger, y chercher une forme de profondeur et de justification à ce qu'on peut ressentir. Moi, j'ai besoin des deux. Vous avez besoin de cet aller-retour entre les deux, mais dans un premier temps, je dirais clairement que j'ai envie de me plonger dans l'incompréhension de mon intellect. Et d'ailleurs, quand vous dialoguez avec vos lecteurs, quelle est la question qu'ils vous posent le plus souvent ? Ce sont souvent, d'ailleurs, c'est très très troublant parce que quand on écrit de la fiction, on invente des histoires, et puis j'ai la chance, c'est vrai, d'être lu, et c'est de se rendre compte que ces histoires rentrent en résonance avec des destins, avec des vies, avec des sensibilités. C'est une sorte de conversation silencieuse assez étrange entre ce que j'ai pu rêver et ce qu'elles ont pu ou ce qu'elles ont pu ressentir. Et vous y pensez quand vous écrivez ? Je vais dire plutôt non. Parce que par exemple, l'exemple le plus clair, c'est le livre qui a changé ma vie, c'est La délicatesse. Une histoire d'amour entre une veuve, un Suédois dépressif, une comédie plutôt. Et après, à l'époque, on m'a poussé à écrire La délicatesse 2, La délicatesse 3, et j'ai écrit Charlotte, un livre très douloureux en vers sur une peintre allemande. Ce qui prouve que je ne cherchais pas à conserver ce public-là. Ce qui me touche, c'est justement emmener peut-être les lecteurs et les lectrices dans mon univers, quitte à décevoir parfois, quitte à surprendre, mais ne jamais reproduire ce que j'ai pu faire. Et d'ailleurs, tous les grands artistes, les grands peintres que j'admire se réinventent tout le temps. On cherchait comme ça une façon de ne jamais reproduire ce qu'ils ont déjà fait. Et dans Je suis drôle, c'est vrai qu'il y a une manière de vous réinventer qui est assez géniale, dont on va parler dans un instant. Mais d'abord, et comme chaque semaine, la claque de l'équipe, c'est la claque de la semaine. Et on démarre avec toi, Nathalie. J'ai une claque politique et capillaire aujourd'hui. Peut-être que ça va vous donner des idées. Ça existe. Mes deux passions.
Ben, c'est peut-être la prochaine passion. Et c'est une artiste ivoirienne, étonnante, décapante, qui s'appelle Laetitia Ki. Et qu'est-ce qu'elle fait, Laetitia Ki? Elle fait des sculptures avec ses cheveux. Donc, David, je pense que ça peut peut-être vous donner des idées. Ali, peut-être qu'il te manque un peu de matière. Oui, on aimerait bien, je pense, mais malheureusement, on est condamné à ne jamais pouvoir faire ça. Il n'est jamais trop tard. Et en fait, ce qui est étonnant de cette jeune femme, c'est que elle s'exprime déjà en grand écart avec ses cheveux. Elle a une approche qui peut être à la fois très, très, très ludique, comme par exemple apprendre à faire une recette de smoothie. Vous dites smoothie, je crois, c'est ça, smoothie? Oui. On l'écoute. Today I will show you how to make my favorite fruit smoothie. Let's get into it. First, we need an apple, one very ripe banana. Then you will need the juice of one orange, one pineapple, some papayas. So that's it. Our smoothie is ready. Donc, c'est assez éclaté, mais après, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle s'exprime sur des sujets qui la font friser, sans mauvais jeu de mots. Elle est très engagée, elle est activiste, donc par exemple les violences faites aux femmes, les mutilations aussi génitales qui sont quand même tristement répandues. Elle a été découverte sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est suivie par à peu près 6 millions de personnes sur TikTok. Avant de devenir un phénomène mondial, on l'a vu au cinéma. Peut-être son visage vous dit quelque chose. Elle a joué dans Promis le ciel, qu'on a découvert à Cannes en 2025. Et ce que je trouve... qui colle au personnage de la jeune femme. Son père voulait qu'elle fasse école de commerce. Oui. Elle a fait à sa tête. Elle est devenue donc artiste, activiste et elle décoiffe. Donc, Laetitia Ki, allez voir ça. Arabelle, ta claque? Ma claque, c'est une expo qui est un peu déroutante et même totalement insolite. C'est parce que les sculptures que vous y voyez sont des cercueils ou des urnes funéraires. C'est l'œuvre de Pa Adjo, un artiste, sculpteur, ébéniste du Ghana, qui est pourtant une figure extrêmement connue de l'art contemporain africain. Ça fait plus de 50 ans que Pa Adjo travaille un bois clair qui s'appelle le wawa. Et il fait des œuvres qu'on appelle des abebu adeke. Traduction, ce sont des récipients à proverbes. Ce sont des cercueils qui sont sculptés et qui sont à l'image d'objets ou de traits de caractère du défunt. Donc en fait, ça raconte un peu la vie du mort. Alors un chauffeur va être enterré dans une voiture en bois. Oui, avec un objet totémique. Exactement. Un pêcheur dans un poisson, un commerçant dans un... Lui, je l'adore. Dans une bouteille de Coca-Cola. Alors l'exposition est à la galerie Nothing Serious à Belleville et c'est une exposition sur les clichés parisiens, c'est-à-dire le pigeon. Ah mais ça représente assez ce sont des urnes Paris. Oui, c'est ça, des urnes funéraires. Le pigeon, le PSG. Le croissant, le sac Chanel, des bouteilles de vin, de Bordeaux, de Bourgogne. Assez original, c'est extrêmement joyeux. C'est assez génial, mais il faut dire, Arabelle, qu'on trouve ces collections jusque Alors ça qui est amusant, au British c'est Museum. C'est qu'au départ, ce sont quand même des vrais cercueils, parce que c'est une tradition du peuple Ga au Ghana, une tradition funéraire que d'enterrer les morts dans des cercueils sculptés, ce qui est interdit chez nous parce que c'est homologué chez nous. Mais ce qui est amusant donc, c'est qu'il s'est retrouvé, parce que son travail est extrêmement inventif, dans tous les grands musées du monde. Oui. Et aujourd'hui, il est aussi bien au musée de Boston qu'au British Museum, que dans des collections privées, absolument incroyable. Donc allez vraiment à la galerie Nothing Serious à Belleville, découvrir cette exposition qui dédramatise la mort, qui la rend presque joyeuse. Ben merci pour le conseil. Lauriane, ta claque? Moi, ma claque, elle m'a emmenée dans tous les pays du monde ces dernières semaines, mais sans impacter mon bilan carbone. Je suis allée à Auckland, je suis allée au Nigeria, je suis allée au Ghana, je suis allée au Chili, grâce à un site qui s'appelle Window Swap. C'est un site gratuit qui permet en fait de passer d'une vue à une autre, d'une fenêtre du monde à une autre. Puisqu'on parle souvent d'une fenêtre d'un ordinateur, là ce sont de vraies fenêtres. Et c'est un couple de Singapouriens qui a inventé ça en 2021. J'avais pas du tout vu ça passer, parce qu'en fait, on était en plein confinement, ils n'en pouvaient plus, ils ont dit tiens, on va créer un site où les gens peuvent uploader leurs vidéos et montrer ce qu'ils voient en fait depuis leur fenêtre. Et je trouve le principe absolument dingue, surtout dans l'actualité du moment qui est quand même assez grisâtre. Le site connaît un boom à nouveau parce qu'on a juste envie de s'évader un petit peu à nouveau. Est-ce que c'est de l'art? Je me suis posé la question avant de partager cette claque et en fait la réponse c'est oui. Il y a quelque chose de très expérientiel, de très expérimental aussi. C'est une œuvre digitale, une œuvre vidéo. On ne sait souvent pas trop où les mettre, même dans les expos, quand il y a la petite salle où il faut regarder, on se dit est-ce que des gens achètent ça vraiment? Et j'aime bien cette idée de collecter finalement ces petites bandes de vidéos d'une dizaine de minutes. C'est participatif. Si vous avez une vue d'une fenêtre belle ou jolie, vous pouvez la mettre sur le site et elle se retrouvera sur Windows Swap avec votre prénom. Je vous invite à y aller, moi ça me détend.
Merci Lauriane. Margot? Moi, je voulais vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être un peintre que j'adore qui s'appelle Joaquín Sorolla. C'est un peintre espagnol du début du XXe siècle. Il est né à Valence. Il a montré l'Espagne et ses rivages vraiment sous leurs plus beaux jours. Regardez sa peinture, elle est exceptionnelle. On n'a presque pas envie de produire d'analyse. Bien sûr, on peut dire qu'il peint des scènes de genre et que c'est à la frontière de l'impressionnisme et du réalisme, mais on s'arrêtera là dans la description formelle parce que je veux juste vous montrer, voilà, ce peintre du sensible, ce peintre de la lumière. La lumière, c'est le fil conducteur de toutes ces toiles, de la mer au portrait en passant par les jardins. Un peintre du sensible, il peint des gens qui vendent des melons dans la rue, des jeunes femmes qui bavardent sous des ombrelles, le retour des pêcheurs en fin de journée. Enfin bref, on a envie que de ça, quoi, de vivre dans un tableau de Sorolla, un peu comme dans la rencontre d'un film d'Emmanuel Mouret et d'Abdelatif Kechiche, vous voyez. Oui. C'était un ami de Sargent. Il a portraitisé comme lui la bourgeoisie de son époque, mais avec quelque chose de plus, je sais pas, il a une Sorolla touch que moi je préfère, qui est plus au sud, quoi, qui nous emmène un peu comme ça doucement vers l'été. Il est exposé à la collection Bemberg à Toulouse jusqu'en septembre. Allez-y, franchement, c'est franc, c'est lumineux, c'est résolument moderne, c'est un énorme kiff. Merci du conseil. Charlie, ta claque de la semaine? Moi, ma claque de la semaine, c'est une œuvre chorégraphique signée Crystal Pite qui s'appelle Seasons Canon, que vous pouvez le voir sur l'écran. C'est un ballet pour 54 danseuses. C'est sublime parce que voilà, il y a la synchronicité, les diagonales, les perspectives. Parfois, à un moment, ils sont les 54 alignés. Si on a la chance d'être assis au milieu, on ne voit qu'une personne avec des bras qui se démultiplient. Et là, c'est vraiment l'éveil du printemps avec les insectes, tous ces corps qui forment plus qu'une masse mouvante comme ça, comme des nuées ou alors des. Et c'est sur la musique de Max Richter qui a recomposé les 4 saisons de Vivaldi. Et je vous ordonne d'aller voir cette œuvre qui est jouée en juin et en juillet là. À Paris. Merci Charlie, on ira. Dans Je suis drôle, David Funkinos, il y a quelque chose qui est assez formidable, c'est que vous arrivez à rire de l'art. Il y a une scène que j'adore à propos du dernier tableau de Papa. Désignant une toile avec 2 points rouges, il annonça « Il s'agit d'une conversation entre 2 cerises ». Après un silence, il y eut un rire collectif. L'artiste du dimanche midi ne comprenait pas pourquoi ses aspirations n'étaient pas prises au sérieux. Bon, on l'a tous vécu, ça. Là, on a vu des grands artistes avec vos claques. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a toujours dans la famille quelqu'un qui se met à peindre et qui monte ses toiles et qui provoque une gêne collective. Mais voilà, il faut s'enthousiasmer. Il faut s'enthousiasmer. Et donc, ce jeune Gustave Bonsoir, son père adoptif, effectivement, peint des croûtes fruitières et lui dit « Je te promets qu'un jour, si je réussis dans le cinéma, si je croise Jean Dujardin ou Marion Cotillard, je leur parlerai de tes tableaux. » Le livre Je suis drôle, c'est donc ce Gustave, ce jeune homme qui a compris quelque chose d'extrêmement fort, c'est qu'il pense que son destin, c'est de faire rire. Et de faire rire tout le monde. Et en y réfléchissant, on se dit, mais le rire, c'est malgré tout ce qu'il y a de plus superficiel. Et en lisant le livre, on s'aperçoit qu'au fond, non, c'est l'essentiel. Ah, je ne l'aurais pas vu de manière superficielle. J'ai au contraire le sentiment que c'est peut-être l'émotion la plus rapide qu'on peut procurer chez une autre personne. Il y a quelque chose d'immédiat, et chez Proust, chez Céline, chez tant d'écrivains, chez Flaubert. Quand on lit dans Madame Bovary que la conversation de Monsieur Bovary de Charles était plate comme un trottoir, c'est à la fois moderne, c'est drôle. Mais il y a quelque chose de frappant dans le livre, et sans divulgacher, pour le dire rapidement, c'est vrai qu'il est approché à un moment, le personnage, par quelqu'un qui lui propose de créer un musée de la tristesse. Qu'est-ce qu'on présente dans un musée de la tristesse? Mais ça, il faut que ça existe, hein, vous qui êtes dans l'art. Ça n'existe pas. Non, c'est effectivement une grande exposition qui est inspirée du musée des séparations, qui existe vraiment. Ça aurait été ma claque si j'avais fait une claque. Le musée des séparations à Zagreb, un musée où on lit les lettres de rupture, les morceaux de verre brisé, de vases cassés quand on se dispute. Et finalement, ça nous donne envie d'aimer, de voir toutes ces ruptures d'une certaine manière. Et il y a cet homme-là, Marco Comeda, qui va créer le musée de la tristesse. Avec une expérience totale. Le musée serait situé à Villejuif et il y a des extraits de romans, de films, de la musique, des tableaux, des reproductions du cri d'Edouard Munch. C'est un musée sponsorisé par Kleenex. Et c'est vrai que des sculptures de Giacometti. Mais si vous voulez, il y a quelques années au Grand Palais, il y avait eu l'exposition Mélancolie. Oui. On a comme ça ce plaisir à traverser des œuvres qui peuvent aller chercher ou provoquer chez nous
ce besoin qu'on peut avoir de mélancolie, de tristesse, qui peut faire du bien. Et c'est vrai que le musée de la tristesse, ce jeune garçon, Gustave Bonsoir, qui espérait faire carrière dans l'humour, va d'une manière un peu étrange se trouver dans le musée de la tristesse. Rien n'est plus drôle que le malheur. C'est une citation de Beckett qui est en exergue de votre livre, Margot. Ouais, et ce qui est amusant donc, dans Je suis drôle, c'est que l'art contemporain est un peu omniprésent, tantôt manqué, tantôt célébré par Marco Comeda, ce personnage de galeriste qui est vraiment le pur produit de l'époque. Il va créer notamment une expo où toutes les toiles sont blanches et c'est aux visiteurs de dessiner les tableaux. Ça va être un succès phénoménal. Il va franchiser le concept. C'est quand même le culte du marketing. Ouais, c'est ça. Le happening permanent. Enfin, vraiment, il joue le jeu de l'époque. Après, il y a le musée de la tristesse. Et vous dites qu'aujourd'hui, l'art divertit plus qu'il ne fait réfléchir. Vous faites une petite référence à ces expos. Il y a des ballons gonflables pour les enfants. Et expo Instagrammable, oui. C'est ça, non, c'est une vraie satire, évidemment. Mais moi, je trouve que tout n'est pas acheté dans l'art contemporain. Je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Et justement, ce musée de la tristesse, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense qu'il faudrait le créer. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est génial, on organise, on fait une réunion après l'émission, mais bien sûr, je trouve que ça serait de toute façon. C'est un peu un concept. Non, mais j'adore l'idée que l'art puisse être ludique, divertissant, et que ça puisse être une expérience même physique. Je suis pas tant que ça dans la satire. Moi, je suis allé avec mes enfants au Grand Palais dans ces expositions pop-up avec effectivement des ballons, mais le fait d'aller au Grand Palais, aussi d'être dans un univers finalement de musée ou à Orsay, ça a un intérêt et un avantage. Donc tout n'est pas négatif, mais clairement, j'adorerais qu'on puisse créer le musée de la tristesse. Et on a quelqu'un qui est ludique, divertissant et cultivé, avec qui on apprend des choses chaque semaine. C'est Alex Vizorek. Vous aussi, évidemment, vous êtes toujours le bienvenu dans l'émission. Il s'est intéressé à l'exposition Giovanni Segantini qui démarre dès la semaine prochaine au musée Marmottan-Monet à Paris. C'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, direction le musée Marmottan-Monet pour découvrir Giovanni Segantini. Peintre italien de la fin du 19e, mort à 41 ans. Un mélange entre Napoléon, Victor Hugo et un guide de haute montagne qui n'avait pas envie de rigoler. Comme il vient du Tyrol, Segantini est considéré comme un maître des paysages de haute montagne. Dans le genre, c'est un premier de cordée. Comme il peint des paysages alpins, il y a beaucoup de moutons, comme ici, ou ici, ou ici. Et lui, il les a beaucoup trop comptés. Ce très beau tableau, La fille qui tricote, qu'on aurait aussi pu appeler circuit court, parce qu'entre le mouton et les chars, il n'y a pas longtemps. Et ce tableau-ci, Retour à la maison, une œuvre qui doit faire pâlir d'envie les Parisiens, puisque les protagonistes rentrent chez eux après le travail, il n'y a pas d'embouteillage. Mais bien sûr, il peignait autre chose que des montagnes, comme ici. Portrait d'un homme mort. Et en même temps, ça ne doit pas être si difficile à peindre, puisque le modèle bouge pas trop, quoi. Allons donc tous voir Giovanni Segantini au musée Marmottan-Monet. Money, money, money. Merci Alex, et à la semaine prochaine. Il y a une notion que vous abordez régulièrement dans vos livres, enfin régulièrement en tout cas dans le numéro 2, dans celui-là, c'est la notion d'échec. C'est un thème qui vous intéresse, pourquoi ? Alors, c'est plus intéressant peut-être d'écrire sur l'échec que sur la réussite. Non, mais quand on a justement votre réussite et quand on a ce succès considérable d'avoir rencontré des centaines de milliers, des millions de lecteurs. Oui, mais j'ai eu beaucoup d'échecs avant la publication de La Délicatesse, donc je suis en connexion et je pense que c'est vrai que c'est un thème, vous avez raison, qui est très très présent dans mes livres, y compris dans le dernier, puisque c'est un roman d'apprentissage et on se rend compte que Gustave Bonsoir va traverser beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés, y compris quand il tente l'aventure du stand-up. Et c'est vrai que l'humour, c'est quelque chose d'immédiat. Donc quand on fait pas rire, on le voit tout de suite. Et donc ça peut être très violent. Et pour moi, c'est très important aussi de raconter la vertu d'une certaine manière de l'échec, l'idée que parfois il faut rater des choses pour pouvoir ça réussir. Ça vous arrive à vous ? Parce qu'il y a une tradition, celle qu'on appelle le repentir. C'est-à-dire faire une œuvre et puis la trouver nulle, éventuellement la brûler. Est-ce que ça vous est arrivé, vous allez un peu loin, mais quand on est peintre, c'est un motif qui existe en tout cas pour la création artistique. Est-ce que vous, ça vous arrive en tant qu'écrivain ou est-ce que vous reprenez les choses D'abord, ça m'arrive pendant que j'écris.
C'est-à-dire que je peux me dire, tiens, c'est une bonne idée, puis le lendemain, je relis et c'est absolument pathétique. Ouais. Donc, c'est un aller-retour entre une forme de confiance en soi et de désespoir de ses propres capacités. Mais en tout cas, sur certaines œuvres, clairement, moi, je me sens très éloigné de mes premiers romans. Je vous les déconseille totalement. J'ai refusé qu'il soit publié en folio. C'est la première fois qu'un écrivain dit une chose pareille, je crois. Mais alors, je dirais pas que... Ah, vous avez refusé qu'il soit publié en folio? Ouais. Ouais. Oui, j'ai pas trop envie qu'on les lise. Mais ils sont complètement absurdes, loufoques. Oui, voilà. Alors, chaque fois que je dis ça, ça donne envie de les lire. Bah, en fait, en termes de marketing, c'est mais franchement, c'est éblouissant. Alors, je peux pas dire que je les brûlerai, certainement pas. Mais je suis plutôt un écrivain qui a été tout le temps... non, mais je dis ça parce que Kafka, par exemple, de mes premiers Kafka, l'un des plus grands écrivains de l'histoire de la littérature, qui demande à son meilleur ami de brûler absolument tous ses manuscrits juste après sa mort. Non, alors j'en suis pas là, moi. Effectivement, j'en suis pas là. Et puis, je me sens surtout très éloigné de cette énergie-là. Ouais. Je trouve que ça part dans tous les sens. Et d'ailleurs, quand j'avais envoyé mon premier livre par la poste, j'ai retrouvé, bien après, la note de lecture des éditions Gallimard qui disait c'est foutraque, c'est bordélique, mais ça vaut le coup d'essayer. Non, c'est pas voilà, vrai. En 2002, c'est comme ça que j'ai été publié. Merci Antoine Gallimard, puisque vous êtes publié dans la plus belle collection de la littérature française, La Blanche. Non, mais ce qui est très beau, en fait, c'est un roman d'apprentissage. Oui. Et dans toutes nos vies, on a tous 2-3 personnes qui vont être déterminantes, qui vont croire en nous, qui vont croire parfois presque plus que nous-mêmes en nous. Et c'est déterminant parce que ce sont pour ces personnes qu'on a envie de réussir. Nathalie? Oui, ben en fait, on discute de plein de sujets, puis on a parlé de l'art, on a parlé de la souffrance, on a parlé de l'échec, et quand ça arrive, ces moments-là, des fois, on a besoin d'aller voir le médecin, hein, on a besoin d'aller voir le psy et d'en parler. Et il y a un sujet dont on parle souvent à la Grande Galerie, qui est l'art-thérapie, qui est un sujet très important pour moi. Vous avez dit vous-même avoir été sauvé par l'art. Ce livre part de la consolation par la peinture. On sait qu'il y a de plus en plus de pays qui rendent ça accessible à travers les médecins. Par exemple, les Suisses, maintenant, on peut prescrire des visites au musée pour adoucir nos maux. MAUX, bien sûr. Et je me demandais si vous accepteriez de joindre ce mouvement de militants pour que l'art-thérapie devienne universelle, en fait internationale. Mais moi, je trouve ça absolument essentiel et déterminant. Et j'adore l'idée que ça puisse être prescrit et même remboursé d'une certaine manière. Parce que je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure, que ça console. Même quand j'ai écrit ce livre, Charlotte, elle s'est sauvée par la création. C'est ce qui lui a permis de survivre au désastre. Après, elle a été arrêtée, elle a une fin tragique. Mais en tout cas, elle se sauve de sa folie mentale par la création. C'est absolument nécessaire. Arabelle. Donc oui, je suis d'accord. David Fuenquinos, moi, comme beaucoup de monde, j'imagine, je lis vos livres parce que d'abord j'aime les histoires, vous racontez bien les histoires, mais j'aime vos phrases. Vous avez un phrasé qui me réjouit. Et d'ailleurs, j'ai quelques citations qui viennent de mes notes de lecture personnelle. On a envie de les garder, on a envie de les noter, vos phrases. Dans La vie heureuse, vous dites « Eric avait l'air d'un homme enfermé à jamais dans le mois de novembre ». On le voit, Eric. Dans Tout le monde aime Clara, vous dites « Mathilde était si intense, on aurait dit l'intégrale de Dostoïevski ». Alors, est-ce que ces phrases vous viennent spontanément? Est-ce que vous avez des fulgurances? Est-ce que vous les travaillez au contraire énormément? Est-ce que ce sont des accidents heureux? Racontez-moi. Ça me touche beaucoup, merci, parce que c'est vrai que j'ai un goût obsessionnel de l'histoire, de la narration. J'adore la fiction, créer des personnages, raconter une histoire, faire en sorte que le lecteur puisse avoir du plaisir, en tout cas, et le désir de suivre cette histoire. Mais mon travail principal, mon énergie absolue, reste la langue, reste la particularité de la langue, reste justement ces phrases-là. Il y a un sens de la formule qui est incroyable. J'ai une équipe très forte autour arc de moi. À toi, finalement, la lecture de David Fuenquinos. Moi, je les note, j'ai des pages entières de ça me touche ces livres beaucoup, qui me réjouissent. Moi, je me suis notée dans celui-là, l'été, tout le monde a l'impression d'avoir du talent. C'est une note de bas de page. Vrai. Je l'adore. C'est vrai que l'été, c'est la saison des illusions. On se raconte des histoires et puis arrive septembre et voilà, retour à la réalité. Elle avait vécu une amour passionnée et tumultueuse. Elle rêvait maintenant d'un amour suisse. Mais on peut l'applaudir. J'ai bien fait de venir. Voilà, vous avez rencontré l'une des grandes lectrices de votre œuvre.